Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié aux matières premières agricoles et au monde agricole. Au programme, cette semaine, nous ferons tout d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous vous ferons part d'un point de vue que nous aimerions partager avec vous. Et puis, en fin d'édition, nous serons avec Mathieu Driol, Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day et qui nous dressera une analyse technique de deux matières premières agricoles. Voilà, pour le sommaire aujourd'hui, en ouverture donc de notre Minimag, comme à notre habitude, on va faire un point sur l'actualité de ces 15 derniers jours via des articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Et la Thaïlande a relevé son objectif d'exportation de riz pour cette année à 8 millions de tonnes, a déclaré mercredi un haut responsable du gouvernement contre un objectif précédent de 7,5 millions de tonnes. L'économie mondiale se redresse et il y a une production de riz plus élevée dans le pays, a-t-il déclaré, ajoutant qu'un taux de change volatile pourrait avoir un impact sur la compétitivité. Plus tôt cette année, l'association thaïlandaise des exportateurs de riz a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le pays exporte 7,5 millions de tonnes après le renforcement du BAT. En janvier, les exportations de riz ont bondi de 75% en glissement annuel pour atteindre 805 000 tonnes en raison d'une demande plus élevée du Moyen-Orient et d'un BAT plus faible. La Thaïlande, troisième exportateur mondial de riz après l'Inde et le Vietnam, a vendu 7,69 millions de tonnes de riz en 2022. Les exportations de riz entre le 1er janvier et le 24 février de cette année se sont élevées à 1,39 million de tonnes, a déclaré ce même responsable gouvernemental. Les exportations de céréales de l'Ukraine pour la saison 2022-2023 s'élevaient à 36,3 millions de tonnes au 22 mars, frappées par une récolte plus faible et des difficultés logistiques causées par l'invasion russe, ont révélé mercredi dernier les données du ministère de l'Agriculture ukrainien. Le même ministère n'a fourni aucune donnée comparative à la même date en 2022. Il a déclaré que l'Ukraine avait exporté 44,8 millions de tonnes de céréales au 27 mars 2022. Jusqu'à présent, les volumes de la campagne de juillet à juin comprenaient environ 12,4 millions de tonnes de blé, 21,3 millions de tonnes de maïs et 2,25 millions de tonnes d'orge. Le ministère ukrainien a déclaré que les exportations de céréales en mars avaient atteint 3,99 millions de tonnes au 22 mars. Faillite de la Silicon Valley Bank, le rachat du Crédit Suisse par UBS, multiplication des plans de sauvetage de la Fed et du Trésor et remontée des taux d'intérêt des principales banques centrales mondiales sont autant d'éléments qui font craindre des perturbations sur le marché mondial des matières premières alimentaires. Les prix de certains produits ont d'ailleurs déjà commencé à être impactés par la situation que traverse le système financier mondial. Le risque s'annonce donc important sur le marché des matières premières qui a subi durant la même période de l'année dernière une forte pression avec la hausse des prix en raison du conflit russo-ukrainien. Mais cette année, la tendance est donc plutôt à la chute. Sur Euronext, la tonne de blé tendre s'échangeait sous la barre symbolique des 250 €, un plus bas depuis l'automne 2021, s'inscrivant maintenant sur des niveaux sous le coût de production pour la prochaine campagne. Dans de nombreux cas, selon les spécialistes interrogés, les opérateurs sont donc désormais en retrait, en l'attente de visibilité. Voilà, on va marquer une première courte page de publicité. Juste après, nous nous poserons la question de savoir si les innovations de rupture sont nécessaires, sont indispensables à la transition énergétique. À tout de suite sur TV Finance. Nous sommes donc de retour dans cette édition du 24 mars 2023 du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr et désormais nous allons nous poser cette question, à savoir est-ce que pour préserver le climat, les innovations de rupture sont essentielles ? Pour répondre à cette question, je commencerai par une citation qui date d'il y a 50 ans et qui a été faite par un ministre saoudien qui expliquait que l'âge de pierre ne s'est pas terminé par manque de pierre et l'ère du pétrole prendra fin bien avant que le monde ne soit à court de pétrole. C'est ce qu'avait prédit Ahmed Zaki Yamani, convaincu que l'innovation finirait par libérer l'économie mondiale de l'emprise du pétrole. Or, cette prédiction ne s'est absolument pas produite. Le pétrole, le charbon et le gaz naturel représentent toujours plus de 4/5 de l'approvisionnement en énergie primaire dans le monde. Ceci étant,
Après une année 2022 mouvementée, marquée par la raréfaction de l'approvisionnement en gaz et la flambée des prix de l'énergie, l'Union européenne et les grands décideurs mondiaux semblent avoir saisi la mesure de l'urgence et cherchent désormais des solutions à long terme à la crise énergétique, notamment via l'électricité d'origine éolienne et l'hydrogène vert. La révolution semble donc enfin en marche. Deux raisons laissent à supposer que le changement est bien en cours. La première est d'ordre géopolitique, puisqu'après l'OPEP, c'est désormais la Russie qui nous a rappelé les dangers qu'il y a à commercer avec des régimes autoritaires. La deuxième est l'inquiétude croissante que suscite le changement climatique au sein de l'opinion publique. Et l'innovation mettra-t-elle donc fin à l'ère du pétrole, comme l'a prédit Zaki Yamani? Eh bien désormais, deux avis s'opposent. L'avis américain, l'avis de John Kerry, l'envoyé spécial du président américain pour le changement climatique, qui a fait état d'évaluations scientifiques suggérant que la moitié des réductions de gaz à effet de serre nécessaires d'ici au milieu du siècle proviendront de technologies dont nous ne disposons pas encore. À l'opposé, eh bien, on trouve Mark Jacobson, un influent professeur d'ingénierie de l'université de Stanford, qui a un avis totalement opposé, puisque lui, dans un papier intitulé No Miracles Needed, il affirme que 95% des technologies dont nous avons besoin sont déjà disponibles actuellement. Du coup, il rappelle que le cœur de son plan d'action s'articule autour d'une expansion des énergies éoliennes et solaires, ainsi que des énergies hydrauliques et géothermiques, et par conséquent des capacités de stockage et de transmission de l'énergie. Voilà, je vous laisse vous-même répondre à cette question et nous donner votre idée sur notre site internet www.tvfmedia.fr ou sur notre fil LinkedIn. Voilà, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec Mathieu Driol pour sa commo du jour. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans cette édition du 24 mars 2023 de notre bimensuel dédié à l'actualité des matières premières agricoles et au monde agricole. Et désormais, il est l'heure de retrouver le très célèbre et très médiatique Mathieu Driol. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce matin Mathieu. J'ai envie de vous poser cette question Mathieu. Vous allez nous parler du canola et du Robusta, du café Robusta. Et eh bien, j'ai envie de savoir si les turbulences sur les marchés bancaires qui impactent actuellement les cours des marchés financiers, qui impactent le marché financier actuellement, eh bien, ont des répercussions sur le marché agricole et donc en conséquence d'abord sur le canola. Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est lié, mais effectivement, depuis 2-3 semaines maintenant, on a des mouvements baissiers assez nets sur à peu près l'ensemble d'ailleurs du compartiment des marchés des céréales, des mouvements baissiers relativement violents qui, par exemple, sur le canola, ont provoqué un retour sur le support majeur clé d'une certaine façon de ce titre à 695. C'est un niveau donc qui avait été très travaillé en 2021, anciennement résistance, devenu support et qui avait permis la dernière phase haussière très nette et la formation de ce plus haut historique aux alentours des 1200. Les cours reviennent donc maintenant tester ce niveau. C'est on va dire la barrière entre un marché qui peut encore rebondir et un marché qui effectivement rentrerait dans une phase plus incertaine avec probablement des mouvements violents mais sans lendemain. Donc on est vraiment à la croisée des chemins sur le canola. Tant que les cours sont au-dessus de 695 en clôture hebdomadaire, on peut passer dessous une petite journée tant qu'on ne clôture pas dessous sur un vendredi. On considérera ce niveau comme toujours valable, mais attention, ça fait ce mouvement baissier depuis 3 semaines se voit aussi sur les autres matières premières et que certaines ont notamment cassé ces niveaux-là, eh bien je commence un petit peu à me méfier. Ouais, très clair. Écoutez, c'est assez compréhensible. Vous dites depuis 15 jours, 3 semaines, le mouvement de baisse a commencé et ça correspond avec les annonces de faillite des banques régionales aux États-Unis. Donc il y a probablement un lien. D'autant plus que la Chine est revenue sur le marché. Du coup, ça aurait pu éventuellement tirer les cours des matières premières agricoles à la hausse. Mais donc, comme vous nous le dites, ça n'est pas le cas. Du coup, même question pour le café Robusta. Est-ce que les turbulences sur le secteur bancaire impactent à la baisse le Robusta ? Alors pas du tout. Pour le coup, le café...
Le café, un petit peu comme le cacao d'ailleurs, sont plutôt dans des lectures haussières assez fortes, ma foi. On reprend un peu de recul. Depuis 2020, on avait assisté un début de mouvement, un début de retournement qui s'est amplifié en 2021. Les cours sont passés de 1100 aux alentours des 2400. Hein. C'est un mouvement que je considère comme impulsif et dominateur. Après la formation de ce plus haut à 2384, effectivement, les cours ont consolidé. Ils sont revenus travailler en fait une ancienne zone de sommet, une zone de support majeur aux alentours des 1800, sur lequel une figure de retournement petite certes mais notable a été formée. Ce niveau est aussi renforcé par un ratio de Fibonacci que j'apprécie, le 50% de retracement. La réaction haussière des investisseurs a été très nette depuis ce soutien, et les cours ont marqué un petit sommet intermédiaire à 2208 qui ne remet pas en cause du tout la lecture plutôt haussière. On devrait donc aller chercher le haut de l'intervalle aux alentours des 2400 avant peut-être de le franchir. En tout cas, si 2400 est franchi, on aura un clair signal d'accélération à moyen terme. Alors pour le coup, pouvant mener les cours assez loin, puisqu'il s'agirait éventuellement de reproduire la même taille d'impulsion, donc de 2020 à 2022, donc de 1100 à 2400, soit 1300 points de hausse à ajouter au point bas de la consolidation, donc à 1800. Hein, 1300 plus 1800, ça fait 3100, donc on aurait un potentiel haussier important. Très clair. Écoutez, donc la configuration n'est pas la même sur le Robusta que sur le Canola. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous ce matin. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Voilà, cette édition du 24 mars 2023 du Minimax de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr est terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du Minimax de la lettre de l'acheteur. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.